Imaginez, vous êtes né en 1926 au Royaume-Uni. À 17 ans, vous vous engagez dans l'armée britannique, convaincu que votre devoir est de défendre votre pays et peut-être de sauver l'Europe. En 1944, vous avez 18 ans. Vous êtes envoyé en Normandie pour libérer la France puis l'Europe de l'occupation nazie. Vous avez été parachuté sur l'une des plages du débarquement. Après 2 semaines d'intenses et terribles affrontements, vous avez survécu. La machine de guerre allemande semble faiblir davantage face aux forces alliées. Votre morale est malheureusement au plus bas. Vous pensez avoir tout vécu lorsque le bruit d'un Spitfire traverse le ciel. C'est un des coucous de l'escadron norvégien qui semble modifié. Pas de missiles sur la carlingue, vous semblez distinguer avec la lunette de votre fusil Lee Enfield des tonneaux en bois. Oui, vous ne rêvez pas, des tonneaux en bois. Après 2 heures de marche, vous arrivez à un point de ravitaillement. Vous faites le plein de munitions, vous donnez vos lettres que vous avez écrites destinées à rassurer votre famille, et vous cassez la croûte. Lorsque soudain, un bruit retentit. Celui-là ne refroidira pas l'un de vos camarades, heureusement, mais réchauffera votre cœur pour les prochaines heures. Les tonneaux contenaient du cidre. Nous sommes à présent en juillet 1944 à Tangmere, au Sussex, au sud de l'Angleterre, dans une base de la Royal Air Force. Bon nombre de Spitfire décollent et ne reviennent jamais. Mais l'un de ces avions aujourd'hui n'est pas chargé de munitions. Les ailes ont été modifiées pour supporter la charge de barils remplis de Pale Ale, destinée à remonter le mental des gars en France. Sur cette photo publicitaire faite par le gouvernement, le pilote assis sur l'aile porte un insigne de casquette de l'armée norvégienne. Le civil est l'un des employés de la brasserie Henty & Constable située à Chichester. Cette croisade de distribution brassicole n'est pas anodine, et l'armée anglaise envoyait des Spitfire modifiés pour livrer les soldats de la libération. La quantité ne suffira pas, malheureusement. Les hommes ont le droit qu'à 1 pinte par personne. Des pilotes entreprenants de la Royal Air Force s'étaient engagés à expédier de la bière dans le nord de la France à titre privé. Les troupes au sol surnommeront ces avions les Flying Pubs, les pubs volants. Pour la petite histoire, il s'agissait vraisemblablement de 270 gallons, soit 1227 litres de bière qui ont été transportés dans des réservoirs de largage suspendus sous 3 Spitfire provenant de Tangmere à destination de l'aérodrome de Bény-sur-Mer en Normandie, qui se situe environ à 110 miles au sud de l'Angleterre. C'est le 13 juin 1944 que la première mission de largage de bière s'effectue. L'un des pilotes était le capitaine d'aviation Lloyd Berryman du 412e d'escadron de la 126e escadre de l'aviation canadienne. C'est le commandant d'escadre Keith Hudson qui le désigne lors d'un briefing à la base de Tangmere pour livrer une importante cargaison de bière sur la piste d'atterrissage de Bény-sur-Mer, connue sous le nom de code B4. Les instructions étaient les suivantes. Prenez 2 autres pilotes et occupez-vous de la vidange des réservoirs et du chargement de la bière. Quand nous arriverons au-dessus de la tête de pont, nous quitterons la formation et atterrirons sur la piste. Il a été reporté que les nazis polluent l'eau potable. Le cuirassé Rodney supportera notre progression au-dessus de Caen. Nous volerons à 13 000 pieds pour que la bière reste fraîche et froide à votre arrivée. Berryman est alors accompagné de Murray Harva et d'un autre pilote dont le nom fut oublié. Voici ces mots après son atterrissage. Alors que je roulais vers le bout de la piste, il n'y avait absolument personne aux alentours. Que faisons-nous maintenant ? Me suis-je demandé. Nous ne pouvons pas rester assis et attendre que quelqu'un se présente. Qu'en est-il des communications ? Finalement, j'ai vu quelqu'un qui nous regardait de derrière un arbre et je lui ai fait signe de se diriger vers l'avion. Maladroit, il monte sur l'aile en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Il a alors reçu une version courte mais néanmoins laconique de notre périple. « Regardez, dit-il, pouvez-vous voir le clocher de l'église au-dessus de la forêt ? Il est rempli de tireurs d'élite allemands et nous avons passé la journée à essayer de les déloger. Alors vous feriez mieux de déposer vos fûts et de vous tirer avant qu'il ne soit trop tard. » Le 17 juin 1944 et 11 jours après le début du débarquement, un Spitfire de l'escadron 416 de l'aviation royale du Canada a survolé l'Angleterre jusqu'au nouvel aérodrome de Bazanville, à seulement 3 miles de Gold Beach, avec un réservoir contenant en partie de la bière. Le réservoir avait d'abord été nettoyé à la vapeur, mais pas de chance, la bière avait un goût de gasoil. En juillet de la même année,
la bombe à bière fait son apparition. Elle est utilisée pour la première fois par le 131e escadre de chasse alors qu'elle était encore stationnée en Angleterre. Il fallait un baril de bière, un avion porteur de bombes et un pilote volontaire. La procédure consistait à décoller, avec des tonneaux de bière fixés sous les ailes, et se rendre sur le front pour le ravitaillement. Depuis sa mise en service en 1939, le Spitfire, avion emblématique de la Seconde Guerre mondiale, a joué un rôle polyvalent. Cette tâche n'est peut-être pas aussi vitale que certaines des tâches qu'il avait entreprises dans le passé, mais d'une importance suprême pour le moral des troupes sur le front. En Angleterre, des esprits ingénieux avaient modifié des porte-bombes placés sous chaque aile de manière à pouvoir transporter un petit baril de bière au lieu d'une bombe de 500 livres. Chaque jour, cette version moderne du Spitfire permettait des brasseurs de traverser la Manche et de faire profiter de leur création. En novembre 1944, le gouvernement britannique décida que les livraisons de bière aux troupes en campagne devaient représenter 5% de la production nationale totale, ce qui signifiait que toutes les bières d'exportation qui étaient plus fortes, toutes les bières naturellement conditionnées qui avaient une durée de vie de 6 semaines ou plus, et toutes les bières qui pouvaient être pasteurisées devaient être envoyées sur le front. Alors que la France se libère petit à petit après 1944, les brasseries sont alors libérées puis mises à contribution pour les forces alliées. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, pour tout vous avouer, toute cette partie sur la Seconde Guerre mondiale, faire ces recherches sur la bière, qu'est-ce qui s'est passé pour nos brasseurs en France et puis à l'étranger pendant ce conflit. C'est très intéressant et donc je vais continuer à vous partager tout ça au fur et à mesure à travers ces prochains épisodes. Je vous invite à venir me rejoindre tous les mercredis maintenant sur Twitch, alors peut-être pas celui de la semaine prochaine mais celui d'après. Je referai une vidéo d'annonce sur la chaîne. Et puis je vous dis à vendredi prochain où vous retrouverez les filles cette fois-ci, Anne-Sara et Anastasia, pas moi, pour un nouvel épisode un peu particulier. Voilà, je vais pas en dire plus et en fait ce qu'on va se dire c'est que je vous dis à la semaine prochaine donc pour un nouvel épisode sur YouTubers. Allez, ciao les humains!